Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? On a vraiment beaucoup de chance. On va vers la fin du festival de la 8e édition des rencontres et vraiment là, on est bien. On est bien parce que je suis tellement heureux que Josiane Balasco est là. Elle est venue, elle est au festival. On peut l'embrasser très fort. Elle peut venir sur scène d'ailleurs. On s'est rencontrés sur un tournage. Ah, tu me laisses me démerder? Oui. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est gentil de faire du bruit pour moi, hein, bien sûr. Et puis, je suis très, très heureuse d'être là parce que vous allez voir un film qui est cher à mon cœur, qui est Gazon maudit. Et je viens d'apprendre qu'en plus, il est projeté dans une copie argentique, ce qui est extrêmement rare de nos jours, vous voyez. Donc, on va pouvoir en parler. Micro, en fait, voilà. Je t'ai donné mon micro, mais... je lâche plus, hein. Et puis, l'ami, le monsieur cinéma, Jean-Pierre Lavoignat est là aussi, qui a fondé Studio Magazine et plein d'autres choses, qui connaît le cinéma mieux que nous tous. Non, non, ça c'est... Non ? Non, non. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Donc... Oui, c'est ça. On a tous. Je me dis à un moment donné, ça va éclater. Peut-être ce soir. Bon, moi, je suis ravi d'être là parce que je vous connais tous les deux depuis très longtemps et j'ai été ravi de vous accompagner. Donc, de se retrouver ici, c'est vraiment bien. Je suis absolument ravi de vous laisser la parole. Bon, c'est comme tu veux. Et merci d'être là, vous êtes très nombreux. Alors, contrairement aux habitudes, on va se tutoyer parce que sinon ça serait faux. On se connaît vraiment bien, donc ça serait bizarre qu'on se vous voit juste pour cette rencontre. Donc on va se tutoyer. Mais ne vous sentez pas exclus pour autant. Josiane, si j'ai compté, je crois que c'est pas loin de 100 films. Oh, comme actrice. Oh, ça nous rajeunit pas. Comme actrice, près de 20 pièces de théâtre que tu as jouées et que tu as écrites pour la plupart, 8 films de réalisateur. Quand on dit ça comme ça te fait quoi comme carrière? On s'en rend pas compte, c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est pas de se rendre compte, parce que si on se rend compte qu'on a 100 films derrière soi, on se dit oh la vache, qu'est-ce que j'ai fait pour faire autant de trucs? Non, je suis contente, j'ai fait mon métier, mais je pense que donc je me retourne pas derrière pour compter le nombre de choses que j'ai faites. Je me rappelle, il y a des bons, des mauvais souvenirs, mais en tout cas, ça fait partie de mon métier, voilà. Et Gazon maudit est un très 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 bon souvenir. Alors, on va en parler plutôt vers la fin de Gazon maudit pour faire la liaison avec la projection. Là, j'aimerais juste survoler un peu ta carrière parce qu'on peut pas, avec son film, on va pas rentrer dans le détail de chacun, sinon on est encore là demain matin. Mais quand on regarde, ça fait 12 ans, je crois, depuis Demi-sœur, que tu n'as pas réalisé de film. Ah non, pas 12 ans. Non, ça va pas du tout. Qui m'a demandé à Jean-Pierre Lavoignat de venir m'interviewer? C'est pas 12 ans? C'était 2012, Demi-sœur, avec Michel Blanc. Eh ben oui, c'est ça. Ça fait 12 ans? Eh ben oui. Putain. Ouais, quand même, 2012. Mais tu m'as dit 2005. Non, 2012. 2012. Non, je me suis trompé. En tout cas, 12 ans. Oui, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans depuis Demi-sœur. Ouais, c'est ce que j'avais compté. Ça fait 12 ans. C'est ce que j'avais compté. Ouais. Est-ce que c'est parce que on te propose aujourd'hui des rôles qui te conviennent très bien et que tu n'as pas besoin d'écrire ni de mettre en scène? En partie, puis peut-être que j'ai moins de choses à dire, ou ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et puis surtout aussi, je suis un peu feignasse. Donc, écrire un film, ça prend du temps. Le monter pour chercher de quoi le réaliser, ça prend du temps. Le réaliser, ça aussi, après, il faut le sortir. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Dans le meilleur des cas, quand tout se passe bien, et tu me diras si j'ai raison ou pas, c'est 2-3 ans. Oui, c'est ça. Dans le meilleur des cas. Hein. Ouais. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus. Et j'ai fait le compte. J'ai 75 balais. 3 ans à chaque film. Putain.
Je me suis dit, pendant ces 3 ans, je peux tourner combien de films comme actrice? Plus. Bah oui. Sans avoir l'angoisse, parce que le cinéma, c'est formidable, mais c'est aussi une angoisse. Encore l'écriture, le tournage, ça va encore. Mais après, la sortie, c'est l'angoisse. Et encore, pendant le tournage, on me dit, allez, il faut aller plus vite, il ne faut pas dépasser, tu as dépassé de temps. Tout ça, c'est parce que le cinéma, c'est de l'argent, et le temps, c'est de l'argent. Et après, il y a la sortie, et après, on a affaire à tout le côté commercial, et ça se résout en une journée. Voilà, ça marche ou ça ne marche pas. Donc, et la mise en scène ne te manque pas? Non. Alors, chaque fois que je suis sur un tournage, par exemple, Ozon me disait, mais t'as pas envie de retourner? Je dis, bah non, toi, non. Ah, je suis bien, là, je suis assis sur ma chaise, je vous vois bosser. On vient me chercher. Le soir, quand je rentre, j'ai pas à m'occuper des plans que je vais faire le lendemain. C'est quand même cool. C'est cool. Et en plus, on me propose des rôles intéressants, donc pourquoi je m'en priverais? Alors peut-être, je dis pas, faut jamais dire Fontaine, donc je dis pas qu'un jour, vers les 80... un film testament. Un film d'un seul coup de faire une grande saga. En revanche, au théâtre, tu continues d'écrire pour toi, de jouer, de mettre en scène. Ah bien sûr, le théâtre, je suis venu il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, j'étais venu à Lausanne et aux alentours pour jouer à un chalet à Gstaad, d'ailleurs, où je ne suis jamais foutu les pieds à Gstaad. C'est ce que j'allais te demander, t'es allé à Gstaad, puisqu'on est en Suisse? Je ne connais Gstaad que par les magazines People et le nombre de villas qu'ont les gens très riches à Gstaad. Et donc, grâce à Gstaad, j'ai pu jouer 300 fois, plus de 300 fois, une pièce pratiquement à guichet fermé en France, en Suisse et en Belgique. Voilà. Et donc, oui, mais c'est parce qu'au théâtre, on ne te propose pas des rôles que tu pourrais attendre ou Non, on ne me propose pas vraiment. Ou alors, moi, j'aime bien être peinarde. Donc, je n'ai pas à obéir à un metteur en scène. C'est bien. Je choisis avec qui je vais travailler, parce que si tu choisis pas, tu peux tomber avec des têtes de nœuds. Tu vois, tu es obligé de te taper 6 mois avec des gens que tu détestes, ça arrive. Hein. Or, moi, je fais ma petite équipe, je suis mon patron, et là, par exemple, on s'est entendu comme la roue en foire pendant 3 ans, et c'est beaucoup 3 ans à jouer tous les soirs, pas tous les soirs, mais presque. Et c'était formidable. Donc, j'ai pas, si on peut me proposer une pièce, et je dirais peut-être oui, mais je suis bien toute seule chez moi, dans mon coin, quoi. Et ton plaisir de jouer justement sur scène, il est intact? Ah oui. Le plaisir de jouer sur scène, l'avantage, c'est que immédiatement, tu as un retour. Tu as le sucre ou le fouet, enfin, je sais pas. Les gens le public est hyper content et tu le sens, et ça te fait du bien, ça te permet de continuer et de dire, bon, finalement, j'ai une petite fonction sociale dans cette vie, c'est de faire rire le monde. Et ça, j'en suis fier. Au cinéma, non, au cinéma, tu fais un film et après, c'est un fantôme, le film. Tu as un fantôme sur l'écran. Le film, de temps en temps, tu vas te glisser dans la salle, mais t'oses pas, parce que si les gens te reconnaissent, ça va les disturber, tu vois, tout ça, ça va les perturber. Donc, tu sais que les gens fonctionnent en fonction des entrées. Mais t'as pas cette plaisir. Il n'y a pas le retour immédiat. En plus, l'avantage du théâtre sur le cinéma, et j'adore le cinéma, c'est que si tu as fait une connerie un soir, le lendemain, tu te dis, alors là, il faut faire attention de ne pas la refaire, et tu rectifies et tu t'améliores. Nous, ce qu'on a essayé de faire pendant 3 ans, et c'est pour ça qu'on tenait aussi bien et qu'on s'amusait autant, c'est qu'on essayait à chaque fois d'améliorer des choses qu'on avait mal faites ou de trouver de nouvelles choses. Voilà. Ce qui est difficile au cinéma, parce que c'est de l'argent, donc tu ne vas pas refaire une journée de tournage, si elle est ratée, tu la gardes. Ah oui. Oui, tu la gardes et tu te démerdes au montage. Hein. En fait, pendant très longtemps dans ta carrière, d'ailleurs, tu es passé à la mise en scène parce que tu avais écrit le film qui était Sac de nœuds, mais tu n'as trouvé personne pour le réaliser. Oui, du coup, tu l'as réalisé. Il y a une formule que vous disiez au moment du Splendide, c'est on est des provocateurs de destin. C'est-à-dire que vous vous êtes inventé vous-même votre destin, puisqu'on ne vous a pas tourné, vous avez tourné tout seul. Bah oui, parce qu'on n'avait pas, à part l'ermite qui était un peu le beau gosse, les autres, bon, il y avait Clavu, que tu peux pas mettre dans le côté petit brun sexy, mais bon, ni Junio, ni Blanc, ni moi n'étions tout à fait dans les normes. Donc, on s'est tous créé des rôles. Au départ, c'était des rôles de monstres et ça a fonctionné. Mais on n'avait pas peur de jouer les monstres. Que ce soit on l'a bien vu dans Le Père Noël est une ordure, on n'avait pas peur et c'est ça qui a marqué aussi. Et même dans les films où on n'est pas monstrueux, on est quand même monstrueux. Bernard et Nathalie, c'est quand même un couple très particulier. Voilà, surtout dans Les Bronzés font du ski. Surtout dans Les Bronzés font du ski.
Mais tu as fait ça une grande partie de ta carrière, c'est-à-dire de t'inventer ton propre destin, de t'écrire les films, de les jouer. Parce que oui, c'était parce qu'il fallait bien que je voulais bosser, donc je me disais, je veux faire des choses que personne ne me propose. Et c'est ce qu'on a un petit peu tous fait, chacun de notre côté aussi, au théâtre ou au cinéma. C'est de se faire des... Moi, je sais que, théoriquement, vu mon physique, je faisais la voisine de palier, pas jolie. Hein. Bon, alors, c'est-à-dire la voisine de palier, pas jolie, je m'en fous de pas être jolie, mais simplement, elle tourne peu. Elle a quelques jours de tournage. Moi, ce que je voulais, c'est avoir beaucoup. C'est-à-dire, je veux faire vedette. Je veux faire vedette. Mais pourquoi? Parce que j'aurai beaucoup de jours de tournage. Donc, je vais pouvoir faire beaucoup mon métier. Et au théâtre, pareil. Quand tu fais vedette, tu n'es pas dans les coulisses. Voilà. Alors, c'était peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais c'est Coluche qui disait qu'il fallait faire vedette. Voilà. Et quand toi, tu étais adolescente, tu rêvais d'être vedette? Je ne sais pas. Je rêvais de ne pas avoir de patron. Voilà, ça, je sais que ouais, je ne voulais pas avoir de patron. Alors, tu as toujours un patron, finalement. On a toujours un patron différent, sauf qu'il est plus ou moins proche. Mais on a toujours un patron, quelqu'un qui vous surveille, qui dit arrête de dépenser le pognon à faire ce film. Vous voyez, des gens comme ça. Mais je voulais être libre. Finalement, j'étais quand même... On a été assez libres, tous. On s'est fait notre propre théâtre, on faisait les comptes, Blanc était comptable. Non, mais c'est vrai, il était comptable, ça le faisait chier, mais il était doué pour les chiffres, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que tu dirais que les deux films que sont Trop belle pour toi, réalisés par Bertrand Blier, et Gazon maudit, que tu as réalisé toi, est-ce que ça a changé le regard à la fois des gens et des professionnels de la profession sur toi? Le film de Bertrand, non, pas du tout. Pas du tout. C'était un film de Bertrand, très beau film de Bertrand, mais c'était la fin des années 80, début 89. 89, voilà. Non, ça n'a pas changé grand-chose. Simplement, si j'ai fait cette femme-là de Niclou parce qu'il m'avait beaucoup aimé dans Trop belle pour toi, mais 20 ans après. Donc ça n'a pas changé et je ne m'attendais pas à ce que ça change. Donc immédiatement après la fin de Trop belle pour toi, j'ai écrit Ma vie est un enfer et j'ai fait une comédie un peu fantastique. Donc j'attendais absolument rien des films que je tournais à part le fait de les tourner et du plaisir d'avoir à les tourner. Oui, pourtant c'est un personnage très très différent de ce que tu avais joué d'habitude. Oui, mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas la place, j'en veux pas aux gens. On était quand même dans le côté, il y avait encore du sauté dans le coin, quoi. Oui. Tu vois, avec des jolies jeunes femmes. Il y avait, Truffaut avait dit le cinéma, c'est de faire de jolies choses à de jolies femmes, comme quoi même un grand metteur en scène peut dire des conneries. Et c'est vrai, non, mais il faut, voilà. Et donc. Il n'y avait pas d'équivalent féminin des tas d'acteurs qui tournaient comme Serrault, comme il y a tous ces gens-là qui ont tourné beaucoup, comme Bouquet. Donc il n'y avait pas ça n'existait pas. Donc il fallait faire notre propre boulot, quoi. Blier, c'est je crois, le seul metteur en scène à qui tu avais demandé de tourner avec lui. En tout cas, tu avais manifesté le désir de tourner avec lui. On aimait beaucoup Blier. Nous, peut-être maintenant, il est plus politiquement correct, mais nous, on sortait des années Giscard, dans les années 70, et on voit arriver les valseuses, quoi. Donc c'était quelque chose qui déboulonnait un petit peu tous les poncifs du genre, et c'était une sorte d'ode de liberté. Et Blier, c'était vraiment quelqu'un... Moi, quand j'ai écrit Sac de nœuds, mon premier film, c'était vraiment en m'inspirant de la valseuse de Blier. C'est-à-dire que c'était pas deux mecs, c'était deux filles qui partaient en vadrouille, qui partaient en virée, quoi. Et d'ailleurs, je lui ai piqué le titre Gazon maudit, parce je vais te piquer ton titre, hein, c'était... Mais pourquoi? C'était le titre d'un projet qu'il avait? Non, c'était pas un projet, mais il s'amusait. Bertrand. Il s'amusait à faire. Ouais, Bertrand vanait en permanence. Il faut savoir, c'était un monsieur qui avait l'air extrêmement sérieux, qui n'arrêtait pas de déconner. Et il nous voyait avec Carole Bouquet et moi prendre notre déjeuner dans la même caravane, et il disait il y a le gazon qui pousse sur le toit de la caravane. Bon. Voilà. Voilà. Donc ce gazon maudit, donc c'est devenu comme ça. C'est comme ça que je vais piquer. Enfin, je vais emprunter le titre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on voit bien les liens qui pouvaient être liés à Blier sur la gouaille, sur l'humour, sur la provocation, tout ça. Et en même temps, le personnage qui te donne, c'est tout l'inverse. C'est un des personnages les plus doux que tu as joué, les plus entièrement dévoués à l'amour. Oui, le personnage romantique, comme ça, un personnage
Elle dit je suis une femme ordinaire, donc c'est rare dans le cinéma de mettre en scène des gens ordinaires comme ça, surtout des femmes ordinaires. On parle d'hommes ordinaires à qui il arrive des choses. Là, c'était une femme ordinaire. Et Trop belle pour toi, c'était pas le personnage de Bouquet, c'était le personnage de Colette Chevassus, la secrétaire. Voilà. Et tu regardes quel souvenir quand tu entends par exemple le titre Trop belle pour toi, quelle est la première image qui te vient à l'esprit? Oh Depardieu bourré, oui. Ah oui, non, mais c'est vrai. Parce que Depardieu, non, à l'époque, et je dois le dire, à l'époque, il était assez respectueux, jamais vu. Moi, j'ai passé 3 semaines au lit avec lui, je peux vous dire qu'il n'a jamais eu un geste déplacé. Non. Tu disais que même à l'époque, il était extrêmement bienveillant. Alors, il pouvait dire des conneries, il disait des conneries tout le temps, il picolait, et Bertrand disait Gérard a un excédent de récolte. Voilà. Bon. Et moi j'ai un souvenir formidable de Gérard, qui a toujours été respectueux et gentil. C'est qu'on avait une scène face à face. Je devais lui enlever sa chemise, donc il était torse nu, on était à genoux tous les deux face à face. Il tenait pas debout, donc je devais lui enlever la chemise en le tenant. Il était de dos caméra et il demandait à Bertrand qu'est-ce que je fais, et Bertrand disait régulièrement tu ne fais rien. Voilà, donc c'est des souvenirs, mais à la fois c'est vraiment quelqu'un qui vous aidait aussi beaucoup, vraiment qui vous aidait beaucoup. Donc le souvenir que moi j'ai du film, c'est pas du tout le souvenir qu'ont certaines personnes maintenant. Voilà, que moi je ne juge absolument pas, et qui peuvent exister, c'est normal qu'elles aient des réactions comme ça. Moi, le souvenir que j'ai de ce film, c'est un film difficile, parce que le personnage que je jouais était très très prégnant, très très profond, et que parfois c'était un peu dur de s'en sortir, parce que cette Colette Chevassus aurait pu être moi si j'avais pas fait vedette. Voilà. Tu dirais que c'est le personnage qui t'a le plus habité après le tournage? Oui, j'ai un petit peu de mal à dire maintenant je ne suis plus Colette Chevassus. Non, mais un petit peu, pas longtemps. Et d'ailleurs, à la sortie du film, à Cannes, moi je me souviens que on me traitait, enfin les journalistes, surtout les journalistes féminines, hein, me traitaient comme si j'étais une actrice inconnue qu'on avait engagée pour le truc. Et que la vedette, c'était Carole Bouquet. Bien sûr, c'était Carole qui est adorable. Donc c'était Carole parce que c'était Trop belle pour toi, et Carole est effectivement une personne magnifique. Vous n'avez pas eu un autre projet avec Blier et Fanny Ardant? Je ne sais pas, il y a eu des projets qu'il n'a pas pu faire. Il avait fait les acteurs, à une époque, il voulait faire les actrices aussi, qui aurait été un film très drôle. Mais le problème, c'est que les acteurs n'ayant pas fonctionné comme il aurait été souhaitable, il n'a pas eu l'argent pour faire la suite. Mais il me semblait que à l'époque, j'avais entendu parler d'un projet qui s'appelait Le Charme des Gares. Non, c'était pas avec moi. Non, c'était pas avec moi. Je croyais que c'était Fanny Ardant et toi. Je sais qu'il l'avait proposé aussi à réaliser à Miller. Ah oui. Ouais, parce qu'il n'avait pas forcément envie de le réaliser. Puis c'est pas fait. Et sur Gazon maudit, tu lui as piqué le titre. J'ai piqué, mais le titre est arrivé à quel moment? Je n'ai plus souvenir. C'est-à-dire, dès que tu as commencé à écrire, tu avais ce titre en tête? Oui, j'ai dû savoir assez vite, parce que c'était tellement une blague. Et c'était joli en plus, je trouvais. C'était un peu mystérieux. C'était joli. Donc voilà, ça s'est passé comme ça quand on a écrit avec Telche Bourman le film. Tu disais au moment du Splendide, et puis dans le livre qu'on a fait ensemble, que quand vous écriviez collectivement tous ensemble et qu'il fallait que ce soit approuvé à l'unanimité, Michel Blanc et toi, vous étiez les gendarmes. Et donc, quand tu écris toute seule, est-ce qu'il ne te manque pas un gendarme? C'est-à-dire que je prends beaucoup de temps pour écrire, parce qu'effectivement, le gendarme est en moi. Mais c'est plus facile d'être gendarme quand on écrit à plusieurs, parce que je crois que c'était dans la dynamique du groupe, d'avoir ceux qui avaient des idées à la minute, l'ermite, une idée à la minute, 90 idées mauvaises, 10 idées bonnes. Non, ouais. Mais il ne pouvait pas faire le tri, donc il fallait faire le tri pour lui. Clavier structurant, très doué pour les structures. Junio, très bon pour les gags et tout ça. Blanc et moi, très bon pour non, ça va pas. Et ça fonctionnait comme ça. Parce que quand on a décidé, enfin ils ont décidé qu'ils avaient envie de réécrire tous les trois, le noyau de base, c'est-à-dire Blanc, pas Blanc, parce que Blanc pauvre Michel part toujours en premier, voilà, salaud. Il est parti en premier, il a dit non, moi j'arrête d'écrire, donc il n'a pas écrit le Père Noël avec nous.
Et il a joué juste une voix. Et après, on a décidé qu'on allait arrêter d'écrire. C'était la fin du groupe. Et l'ermite, Clavier et Junio se sont dit on va aller écrire ensemble. Et ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il n'y avait plus de gendarmes pour dire non. Et je crois que c'est ça dans la dynamique d'un groupe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, même celles qui paraissent de rien foutre, ont un rôle particulier. Voilà. Et toi, tu écris facilement quand tu écris ? Ah ben ça dépend parce que là j'ai un projet. Ça fait 5 ans que j'écris un roman d'aventure. 5 ans ? Ouais. J'en suis à 330 pages, j'ai pratiquement fini. Hein. Ah. Parce que je m'étais dit, je vais écrire un roman d'aventure parce que je ne sais pas le faire. Ah, pas mal. Donc je vais essayer. Et finalement, ça m'a assez plu d'écrire des bagarres, tu vois, d'aventures, des gens qui meurent, qui se tuent, à qui il arrive plein de choses. Mais ça prend du temps parce que je ne fais pas que ça. 1, je ne fais pas que ça. 2, je n'ai pas ça pour vivre. Si tu es un auteur, tu signes un contrat avec ton agent, avec ta maison d'édition, tu espères avoir un avaloir et après les gens te courent au cul pour que tu rendes. Moi, je signe avec personne parce que je veux être libre, toujours pareil, pas de patron. Donc ça prend plus de temps. Donc j'espère le finir très bientôt. Hein, je vous dis rien, mais bon. Et t'écris comment ? T'as des tocs pour écrire, des Non, moments, des endroits Non, la cuisine. J'ai un bureau, hein, mais c'est la cuisine, c'est mieux. Des films que tu as écrits, quel a été le plus compliqué à écrire ? Le plus compliqué. Ou le plus long ? Le Roi Gazon, ça a été assez évident, même si on est parti. C'est toujours pareil, quand on écrit un scénario, on part sur plusieurs pistes, après on en abandonne, on se resserre sur une. Le plus compliqué, j'ai pas le souvenir, j'ai pas les mauvais souvenirs. Alors moi, je garde pas les mauvais souvenirs. Hein. Donc, j'ai pas le souvenir d'un film qui a été plus compliqué que les autres. Soit c'est toujours compliqué d'écrire parce qu'il faut trouver les personnages. Et après, c'est les personnages qui parlent pour vous. C'est les personnages qui décident ce qu'ils vont faire et c'est pas vous qui décidez à leur place. Je sais pas, tu le sais, ça, les personnages. Ah, mec, tu vas pas me faire cette connerie. Tu le sais bien. Alors pourquoi Voilà, c'est ça quand on écrit, que ce soit un roman ou une pièce ou un film. Donc, le plus dur, c'est d'arriver à trouver des personnages qui tiennent la route jusqu'au bout, quoi. Pendant longtemps, tu as dit que la nomenclatura du cinéma français ne s'intéressait pas beaucoup à toi. Oui. Et en fait, depuis les années 2000-2010, tu as tourné avec beaucoup d'auteurs, que ce soit Hélène Filière, François Ozon, les films qu'on a vus ces derniers temps, ou Grâce à Dieu, ou Quand vient l'automne. Il y a eu Serge Le Perron. Comment tu expliques ça ? Là, c'est en vieillissant. Je crois que c'est le fait de vieillir et d'être toujours en vie, déjà. Quand tu vieillis et que tu es toujours en vie, que tu n'es pas trop botoxé, et on peut encore jouer une vieille, ce soit logique. Hein. Donc, tu as plus de propositions. Et en plus que tu sais retenir ton texte, parce que c'est important. Hein, ça, c'est ce qui fait qu'un acteur est ou pas, une actrice, c'est savoir avoir de la mémoire, et que physiquement, tu es en forme. Par exemple, moi, j'ai tourné avec une actrice magnifique, Hélène Vincent, elle a 80 ans. Elle avait 80 ans sur le film de François Ozon. Là, Quand vient l'automne. Je l'ai vu, et François est quelqu'un qui tourne vite et qui enchaîne les prises. Et il était 9h du soir, et Hélène dansait un rock'n'roll. Elle l'a dansé pendant 1 heure, ce rock'n'roll. Et moi, j'ai dit chapeau. J'ai dit Madame Hélène, parce que c'est une actrice formidable, en plus qui a la santé. C'est ça. Je crois que c'est un métier où il faut la santé, quoi. Alors, j'ai la santé, donc... et Balasco, elle a la santé. Et tu as été surprise quand Ozon t'a appelé pour Grâce à Dieu ? Moi, j'étais contente, parce que moi, j'adore Ozon. D'abord, je trouve qu'il est très beau gosse. C'est vrai. Bon, c'est important de tourner avec un mec qui a un beau gosse, ou une fille d'ailleurs qui est belle. Simplement, c'est pas sexiste ni rien. Simplement, oh bah oui, il est sympa, il a une bonne tête. Voilà. Je trouve qu'il a une très bonne tête et j'adore ses films parce que je crois que c'est un des rares metteurs en scène français qui à chaque film se remet en question. C'est-à-dire change de style, peut passer d'une comédie à un drame, à un film psychologique comme Quand vient l'automne. Enfin, il change beaucoup ou fantastique. Donc ce côté, bien qu'il n'ait jamais été reconnu par les Césars, et il me dit, je lui dis, t'as toujours pas eu de César? Je dis, t'es trop beau gosse, mon pote. Hein, ça, c'est normal, on t'en veut. Hein, t'as du talent, t'as des idées. En plus, t'es beau gosse. Alors, si tu veux pas en plus avoir un César, quand même.
Non, j'ai été très contente qu'il me propose ça. Moi, avec François, parce que le premier film qu'il m'a proposé, grâce à Dieu, j'avais 4-5 jours. Donc, c'était vraiment, j'étais contente de participer à l'histoire. Parce que Ouais, je mais trouvais ça... les scènes sont inoubliables, hein, franchement. Ouais, mais quand tu les lis, bah, tu as une scène, bon, elle dit à son fils, elle a son fils qui est malade et qui pique une crise de... Tu ne vois pas, tu essayes simplement de faire ce qu'on te demande, quoi. Ouais, la scène où il cherche un volontaire et toi, tu es au fond de la salle et d'une toute petite voix, tu dis « mais moi, je peux le faire ». C'est incroyable. Et alors, ce personnage d'Irène, j'ai passé à Lyon, je signais un bouquin comme ça, et je vois une dame qui s'approche de moi et qui me tend le bouquin à signer et qui me fait « je suis Irène ». C'est-à-dire, c'était la dame que j'avais jouée. Et donc, on est tombé dans les bras, vraiment, je l'ai serré dans mes bras. Et c'était au moment où le curé avait été jugé, il avait été jugé coupable. Et je lui dis, qu'est-ce que ça vous a fait? Et elle m'a dit, ça m'a soulagé, vous ne pouvez pas savoir. Que cet homme ait été reconnu coupable des choses qu'il avait faites aux enfants. Voilà. Ouais. Ça doit être un moment oui, c'était incroyable. Très émouvant de le rencontrer. Qu'est-ce qui te décide à accepter un film? C'est quoi? C'est la rencontre avec le metteur en scène, le personnage, c'est de lire le scénario déjà. Déjà de lire le scénario, parce que c'est pas tellement la grosseur, la grandeur du rôle, parce que tu vois, dans Grâce à Dieu, le rôle n'était pas Non, bien sûr. Il n'y avait pas beaucoup de temps à faire, qui était intéressant, mais bon, le sujet était intéressant. Le scénario. Et j'ai demandé à François, mais comment tu as fait pour moi? Il m'a dit, ça n'a pas été facile de monter mon film, parce qu'au départ, c'était des coupures de journaux. Son scénario, c'était des coupures de journaux, parce que dans le film, il n'y a pratiquement pas un dialogue qui est inventé. Pratiquement pas. C'est-à-dire que tous les dialogues ont été rapportés. Des témoignages. Et des gens qui ont vécu cette histoire-là. Donc, ça aussi, c'est un film incroyable qu'il a fait. C'est incroyable qu'il a fait. Donc, je redis, j'aime ce garçon. Voilà. Et quand tu es sur un tournage, justement, avec François Ozon ou avec d'autres, tu regardes comment il met en scène, ça t'intrigue, ça t'intéresse, ou tu es juste comme actrice et tu regardes pas? Moi. Je suis actrice. Des fois, ils me disent, mais pourquoi tu retournes pas? Je dis, mais pourquoi tu me vas chier à me tourner? Je suis très bien, je suis assise dans mon fauteuil. On va venir me demander, Madame Badasco, voulez-vous aller sur le plateau? Donc c'est cool. Je rentre chez moi, j'ai pas à penser à ce qu'on va me demander le lendemain. Donc non, j'ai pas de regrets. Il n'y a pas des moments où tu dis, ah tiens, il fait ça comme ça, j'y aurais pas pensé. Oui, non, pas à lui, en le pensant. Oui, non, parce que souvent, il y a des acteurs qui se mêlent de mise en scène, c'est qu'ils ont des envies de mise en scène, donc il faut qu'ils les assouvissent. Moi, j'ai mis en scène ce que je voulais, donc ça, j'ai pas de frustration. Donc les gens bossent comme ils veulent. Moi, metteur en scène, il est metteur en scène, je vais pas me mêler de son boulot. Hein. Et quand tu es metteur en scène ou quand tu es actrice, est-ce que tu attends la même chose de tes partenaires? C'est-à-dire, quand tu es metteur en scène, qu'est-ce que tu attends des acteurs? Et quand tu es actrice, qu'est-ce que tu attends de tes partenaires? C'est la même chose ou non? Non. C'est-à-dire que moi je ne suis pas contre que les gens donnent leur avis. Il faut toujours laisser, on ne sait jamais, il y a peut-être une bonne idée à voler, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est ce que disait Coluche. Premier arrivé à la SACD, parce qu'il piquait tout le temps tout le monde. Et non, moi j'écoute, mais enfin, en général, quand les acteurs sont contents, ils vont pas te dire tu ferais ça comment, et moi je ferais ça comme ci ou comme ça. Non, sinon, non, c'est jamais comme ça que ça se passe, en général. Il y a des gens qui peuvent pas être contents parce qu'ils n'ont pas de gros plans, ça peut arriver, mais ça, voilà, c'est tout. On sait justement depuis Tenue de soirée, et surtout cette femme-là de Guillaume Niclou, que tu peux faire du tragique, et tu l'as montré au cinéma. Au théâtre, pas beaucoup, sauf quand même dans La femme rompue de Simone de Beauvoir, où ça, c'était très étonnant de te voir dans ce rôle-là. C'est vraiment un rôle qui a changé le cours de mes propositions qu'on m'a données. Ah oui. C'est mon agent qui m'a tanné en disant il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça. Oh putain, il faut que tu lises ça. Et je lis La femme rompue, qui est un monologue, et je trouve ça extraordinaire. C'est le monologue d'une femme seule, la nuit de Noël, qui ressasse tout ce qu'elle a raté, toutes ses haines, sa douleur. Elle est toute seule. Son fils lui a été retiré par son mari, sa fille s'est suicidée. C'est pas drôle comme ça. Et c'est d'une violence
Même verbalement, j'avais jamais joué un texte aussi dur verbalement et aussi cru. Donc Hélène Filière a eu vraiment, j'ai eu la chance qu'elle me propose ce texte. Et elle a eu le talent de le mettre en scène de manière incroyable, puisque je le joue couché. C'est pas facile de jouer couché, puisqu'elle n'arrive pas à dormir. Et cette pièce a été vue, puisqu'on l'a jouée dans un théâtre, au théâtre des Bouffes du Nord, a été vue par beaucoup de gens de la profession. Parce que les Bouffes du Nord, c'est bien quand même. Oui. Voilà. Donc, Bon, c'est un beau théâtre déjà. C'est un beau théâtre, et on n'y va pas voir de la merde quand même. Voilà. Donc, mais tu as été surprise de ça. Elle t'a dit pourquoi elle avait pensé à toi pour ce rôle-là? Mais je crois parce que Hélène Filière même. Non, mais c'est vrai, je ne dis pas, je dis sans humour, je dis parce que moi j'aime Hélène Filière, et Hélène Filière a je sais pas, de l'amour pour moi par rapport à mon travail d'actrice. Je pense que c'est ça. Ouais. Et donc elle avait envie de me voir dans ce rôle depuis longtemps. Et moi j'ai beaucoup d'affection pour elle aussi. Et donc des gens qui m'auraient jamais vu en train de faire le pitre sur une scène sont venus me voir me déchirer toute seule la nuit sur un lit. Et après, j'ai eu des propositions de personnes à laquelle j'aurais jamais eu de proposition avant, comme Claire Denis, comme d'autres, voilà, comme François, voilà. Donc cette pièce a changé le cours de mes propositions cinématographiques. Voilà, c'est marrant. Ah oui. Et le plaisir de jouer, là, pour le coup, un personnage aussi noir, aussi sombre, était le même que le plaisir de faire rire une salle entière? Ah oui, parce que ça, à la fois, il y avait des moments où elle faisait rire, il y avait un ou deux moments où ça faisait rire, mais très peu. Mais surtout, c'était à la fois déchirant et à la fois, moi, j'en sortais comme d'une séance de sport intense. C'est-à-dire qu'on est bien après. Tout évacué. On a évacué toutes les choses négatives, tout ça, rien de ce qui se passe et de ce qu'on peut avoir. Et j'avais beaucoup de plaisir. Voilà. Comme actrice, comment tu te prépares au rôle? Tu lis le scénario 20 fois, tu laisses tes pensées... Il y a des fois où je ne me prépare pas du tout. Mais il ne faut pas le dire, je ne vous dirai pas lesquels. Si, j'apprends, bien évidemment, j'apprends le texte, parce que c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est de savoir son texte quand même. Mais il y a des fois où c'est pas, je ne vais pas, si tu veux, c'est pas la méthode acteur studio. Voilà, je ne vais pas faire un stage de boucherie si je dois faire une bouchère. Je ne vais pas le faire. Et puis souvent, c'est surtout le texte, parce qu'il y a du texte, des lectures, d'apprendre le texte. C'est important. Plus on sait son texte, plus on sait ce qu'on a à dire. C'est quand on cherche son texte qu'on a vraiment des problèmes. Non, voilà, j'ai pas de... au théâtre, c'est différent parce qu'on a les répétitions, donc ça n'a rien à voir. On a 3 semaines, 1 mois pour se planter. Au cinéma, on n'a pas une journée pour se planter. Il faut être tout de suite dedans, dès le premier jour, à la première prise, enfin, ou du moins à la première scène. Donc, on n'a pas. Et donc ça se fait à l'instinct, sur Ouais. le moment en tout cas. Ouais, sur le moment, ça peut m'arriver d'être un peu comme un médium qui d'un seul coup se fait habiter par le personnage. Je change ma manière de marcher ou des trucs comme ça, mais je n'analyse pas ce que je vais faire à chaque fois, quoi. Ça, je pense à des choses comme ça, mais c'est pas des choses très réfléchies quand je joue. C'est-à-dire? Ah bah c'est de l'instinct, quoi. Je vais à l'instinct, oui. Betty Davis disait que les acteurs qui sont devenus acteurs, les 3/4 du temps, c'est parce qu'ils ne se supportaient pas eux-mêmes et qu'ils voulaient être quelqu'un d'autre. Est-ce que tu dirais que c'est ton cas ou pas du tout? Ou qu'au contraire, c'est un moyen de te trouver? Non, moi, c'est parce que je ne savais pas faire d'autre chose que surtout... parce que je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire avec le bagage? Écrire, dessiner... Non, mais avant de dessiner avec le bagage, d'habitude... Si, j'avais mon brevet, donc dans les années 60, on pouvait rentrer à la poste. Non, mais c'est vrai, hein. Maintenant, tu ne peux plus rentrer à la poste si tu n'as pas bac plus 5. Hein. À l'époque, tu rentrais à la poste, tu rentrais à la BNP, qui était une banque nationale, avec le brevet. Donc, j'aurais pu faire ça, et je n'avais pas envie de faire ça du tout. Et je voulais faire du dessin après, donc je me suis dit, je vais faire un truc où j'ai pas besoin de patron, toujours le même truc. Du dessin, donc aller dans un cours de dessin, dans un atelier Penningen pour apprendre à dessiner. Ça m'a appris à faire charrette, ce qui est très bien parce que ça t'apprend à bosser toute la nuit pour rien. Voilà, donc t'apprends à bosser. J'ai pas été reçu au concours des Arts Déco. Et je dis, qu'est-ce que je peux faire? Oh, putain, sans patron, pas de patron.
Et j'ai une copine qui était dans un cours, là, c'est Balachova, c'est une dame formidable qui avait été la créatrice de Huis clos de Sartre après la guerre, et qui avait un cours. Et où il y a eu Nils Arestrup qui est allé, notamment Zouk, Sylvie Joly, donc elle a eu Terzieff, était un de ses anciens élèves, Claude Régis, et donc elle avait ses anciens élèves qui venaient donner des cours. Donc moi j'ai eu droit à Claude Régis, j'ai eu droit à beaucoup d'acteurs comme ça qui venaient donner des cours après les avoir reçus de Balachova, et donc à un enseignement où on n'apprenait pas une manière de jouer, mais 10. Michael Lonsdale t'apprenait à faire l'arbre. Voilà. Donc c'est vrai, donc c'était, il y a des choses très différentes. Et elle faisait des cours de théâtre et t'expliquait ce qu'était le théâtre, ce qu'était la manière d'être, de sentir. Donc j'ai eu la chance d'avoir un cours extrêmement cool où tu avais plein de copains. En plus, comme j'avais pas de sous, elle me faisait pas payer. C'était pas Florent, hein, c'était pas les cours Florent. Je vous le dis tout de suite. Elle n'a pas gagné des millions avec ses élèves parce que beaucoup payaient pas de sous. Donc elle m'a pas acheté. J'ai continué à faire des cours et j'ai eu la chance de côtoyer tous ces profs qui m'ont appris que le théâtre c'était pas un truc, mais le jeu c'était pas une manière, mais c'en était plusieurs, quoi. Voilà. Et c'est là que tu as réalisé que tu pouvais faire rire et que c'était bien de faire rire. Ouais, parce qu'au départ moi j'y étais comme ça, c'est cool. Oh, tiens, je vais regarder, les gens sont sympas, on boit des cafés après. Ouais, j'avais 20 ans. Et après, un jour, on m'a demandé, je ne foutais rien, hein. Un jour, on m'a demandé si je voulais donner une réplique. J'ai donné une réplique, j'ai fait rire. Je dis, tiens, je fais assez cool de faire rire. Enfin, on disait pas cool à l'époque, mais bon. Oh, c'est bien de faire rire, c'est agréable. C'est comme ça que j'ai compris que je pouvais. J'étais pas une comique de fin de banquet, quoi. C'est connu, je disais ça, il faut se méfier des comiques de fin de banquet. Voilà, je faisais rire quand j'avais des choses drôles à dire, quoi. Tous tes films n'ont pas été simples à monter. Par exemple, Cliente, qui était... Autant Gazon Baudy, c'est la première comédie, à ma connaissance, en tout cas dans le cinéma français, sur l'homosexualité féminine. Cliente, c'était quasiment le premier film d'une femme normale, vivant une vie normale, qui payait des gigolos. Il y avait payé des gigolos, oui. Non, ça n'a pas été possible. Si je crois me souvenir, tu n'as pas pu le monter, du coup tu en as fait un roman, ouais. Et le succès du roman a permis à faire le film. Faire le film, c'est ça. C'est ça, parce que j'écrivais ce film-là, et je trouvais que c'est toujours pareil dans l'idée. Si tu veux, cette idée-là, je l'avais eue bien longtemps avant, je l'avais eue juste après Gazon. Et je pense à cette idée d'une femme qui va donc qui se paierait, ou d'un gigolo. Enfin, c'était une idée comme ça. Puis je parle à Michel, une idée, et lui il me dit, je suis en train, il parle de ses idées, et il était en train d'écrire Mauvaise Passe. Ah oui. Et je me dis, c'est pas possible. Je remballe mon idée, c'est pas possible. Michel va Mauvaise Passe, c'est l'histoire d'un homme qui quitte tout, va à Londres et se paye un gigolo. Donc j'ai remballé l'idée pendant 5 ans. Hein, après, il a sorti son film. Ça n'avait rien à voir avec celui que je voulais écrire. Je me suis mis à l'écrire. Parce que je trouvais ça intéressant, parce qu'on n'en parlait pas. C'est comme Gazon. Il y avait une invisibilité de ces femmes. Elles existaient. Moi, j'écrivais avec un ami qui était mon co-scénariste et qui allait voir les mecs qui faisaient le tapin aussi, hein, pour savoir comment ça fonctionnait. Pas forcément, il allait voir, il fait le tapin homo, parce qu'il y a des mecs qui étaient mariés aussi, qui faisaient ce tapin-là pour gagner leur vie. Et dans mon histoire, le mari était gigolo, mais il était marié. C'était pour faire bouillir la marmite. Ouais. Voilà. Donc, quand j'ai écrit cette histoire, je ne pensais pas que ça allait m'attirer les foudres du cinéma français. Non, parce que c'était ça. J'ai pas eu un producteur, ni un distributeur, ni une télé qui n'a pas trouvé ça honteux. On a raconté une histoire aussi dégueulasse d'une femme qui pose de l'argent. Claude Berry, que j'aimais beaucoup, mais qui pouvait parfois être con. Mais j'adorais Claude, hein, qui me dit, mais enfin, il avait dit à mon agent, mais enfin, vous vous rendez compte, une femme qui pose un billet sur la table de nuit après, qu'est-ce que ça veut dire? Et Jean-François lui dit, mais vous en faites pas mystère que vous allez voir les prostituées. Il a dit, oui, mais un homme, c'est pas pareil. Voilà. Donc un homme, c'était pas pareil. Et je me suis dit, bon sang, qu'est-ce qu'il y a comme réaction violente? C'est que le film, c'est que l'histoire, elle fait chier tout le monde. Donc c'est bien. Ah oui, c'est bien quand ça fait chier. Et je me suis dit, je les aurais autrement. Parce que pour baiser le système, il faut être dedans, hein, ça c'est sûr. Donc j'en ai fait un bouquin. Les histoires existaient, j'en ai fait un bouquin.
C'était facile, j'avais tous les plans, j'avais plus qu'à retranscrire en histoire, en narratif. Et le bouquin a trouvé, j'ai été édité chez Fayard, j'ai fait 100 000 exemplaires de vente assez rapidement, donc d'un seul coup, on ne pouvait pas ignorer ce bouquin, les femmes invisibles étaient visibles, et j'ai pu retrouver un producteur pour le monter. Et Nathalie Baye, qui avait lu le bouquin, m'a fait appeler à l'époque du bouquin en me disant, si jamais tu fais le film, je veux être cette femme. Donc quand j'ai fait le film, j'ai demandé à Nathalie d'être cette femme. Et pour le gigolo, vous avez choisi Caravaca, qui n'a pas une image de gigolo, qui est plutôt un acteur un télo, un peu propre sur lui, coincé. Il est joli garçon. C'est vrai. Enfin, il est toujours joli garçon, d'ailleurs. Et c'était, si tu veux, de prendre le gigolo qui est une tête d'Apollon, tout ça. Je trouve que c'est plus un fantasme homo qu'un fantasme de femme. Là, le mec musclé et tout ça, voilà. C'est plus un fantasme de mec qu'un fantasme de femme. Donc, mon personnage était un jeune homme où tu ne te retournais pas dans la rue sur lui, mais qui était plutôt agréable, qui était plutôt bien fait de sa personne et qui voulait rendre service. Il voulait rendre service à sa femme qui avait besoin de pognon, voilà, pour son magasin de coiffure. Bon, elle ne savait pas ce qu'il faisait, mais il disait qu'il faisait des chantiers. Oui, il faisait aussi des chantiers. Mais il faisait aussi des chantiers. Mais oui. il ne faisait pas que des chantiers. Voilà. Alors, revenons un peu à Gazon Maudit, parce que le temps presse, je pense. Justement, sur le choix des acteurs, Alain Chabat, c'est quasiment... Il avait eu un premier rôle dans La Cité de la Peur juste avant, mais c'est quasiment son premier grand rôle, ouais, où on montre il avait en plus... fait un film, après il avait travaillé avec Diane Curis. Oui, mais c'était à la folie, mais c'était un rôle... C'est-à-dire, alors il faut le dire, et Alain ne m'en voudra pas, c'est du troisième choix, là. Hein. Oui, c'est quand j'ai écrit le film, j'ai pensé à l'ermite. Automatiquement. L'ermite, Victoria, on bosse avec les copains, beau gosse, tout ça. Et l'ermite m'a dit, écoute, non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça, j'ai l'impression que c'est un personnage à la Popeye, tout ça, j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai pas insisté, parce que je connais Thierry, j'ai pas insisté, s'il a pas envie, il a pas envie. Après, j'étais toujours parti sur le beau gosse. Et après, j'ai pensé à Christophe Lambert. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc je suis allé voir Christophe, qui m'a dit, OK, je veux bien le faire, tout ça. On avait même fait des affiches. Et puis au bout d'un moment, Christophe est quelqu'un d'extrêmement pudique. Il s'est aperçu qu'il avait une scène de nu. Et il ne supportait pas. Donc il m'a dit, je ne peux pas le faire. Donc, exit Christophe Lambert, on dit, putain, qui on va prendre, qui accepte de jouer nu? Parce que il y avait une scène. Et puis tellement bien mise en scène que... Je sais pas, l'idée d'Alain, c'est un mariage de raison qui a tourné en mariage d'amour, parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée. Je crois que je sais pas, c'est pas Perret. C'est possible, parce qu'il était, voilà, il était fou de Chabat. Et oui, qui m'a dit, mais Alain Chabat. Je suis Alain Chabat. Mais j'ai joué la comédie à part les conneries à la télé. À part faire du sketch, c'est très différent de faire des sketchs et de jouer dans un film. Et je lui dis, bah, écoute, il me dit, bah, je ne sais plus qui c'était, le patron d'un MLF, qui était un distributeur, me dit... Richard Peset. Oui, Richard Peset me dit, il a joué sur le film avec Diane Curis qu'on distribue, appelle Diane, elle est en montage, elle te montrera. J'appelle Diane, elle me dit, ben passe, elle me montre les scènes de Alain, puis je vois un acteur, moi. Ah, je dis, ah ouais, putain. Donc, j'envoie le texte à Alain en disant, voici, est-ce que ça t'intéresse ? Et il me rappelle en me disant, mais il n'avait pas compris que c'était ce personnage, parce qu'il me dit, mais j'ai lu le film, le scénar, je n'ai pas vu le personnage. Parce que j'ai dit, mais il y a marqué, il me dit, je lui dis, bah, le tel, c'est le personnage de un tel, mais il me dit, il y a marqué le beau gosse. Donc, bah oui, je dis, bah, t'es pas mal quand même. Donc, Alain a fait le film avec plaisir et ça a vraiment été une aventure formidable parce que tous ces personnages-là, ce sont vraiment, quand on voit le film, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Tiki, Olgado, Alain, Victoria, les gens qui arrivent. Victoria, autour. C'était un premier choix ? Victoria, oui. Pourquoi ? Parce que Victoria, je l'avais vue dans les films d'Almodovar, et puis j'avais envie de faire un film où ça parle, où la musique soit espagnole, puis ça se passe dans le Sud. Or, Victoria, c'est une fille du Sud. Et j'avais vu dans les films d'Almodovar où elle est une actrice formidable, c'est-à-dire qu'elle peut aussi bien jouer la comédie que les drames les plus profonds. Donc Victoria, ça a été évident tout de suite.
Tout de suite, tout de suite. Ce qui est très fort dans le film, c'est parce qu'on dit que c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Mais en même temps, il y a des... On change d'ambiance, il y a aussi de l'émotion, on frôle la tragédie presque. Oui, il y a plein de choses. C'est une histoire d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour un peu compliquée parce qu'il n'y a pas que deux personnes. Maintenant, on dirait ça, un trouble. C'est ça. À l'époque, on ne disait pas ça, un trouble. Un trouble, mais bon, c'est... Et alors, j'ai une anecdote, encore une connerie, là. Au début, Claude Berry me dit, bon, alors, tu découpes avec ton chef-op. Moi, je dis, je découpe pas avec le chef-op, moi. Je découpe pas avec le chef-op. Et il comprend, je découpe pas. Il dit, bon sang, elle va faire des plans séquences. Elle va faire que des plans séquences. Un plan séquence, c'est un plan où il n'y a rien pour couper, ça peut être chiant comme la mort. Voilà. Et il me dit, tu vas pas faire que des plans séquences. Je dis, si t'es pas content, c'est pas grave, on arrête. Le lendemain, corbeille de rose, mais bien sûr, ma chérie, j'ai envie de travailler avec toi. Voilà. On commence le tournage. Claude est venu, parce on tournait à côté de chez lui dans le sud. Claude est venu, et par quoi on commence? Par un long plan séquence. Il s'est dit, putain, je me suis fait avoir. Bon, puis après, il s'est aperçu que non. Mais là, c'était une petite anecdote au sujet de Gazon. Le film a été un énorme succès, près de 4 millions. Et il a eu 4 millions. Non, je peux le dire. 4 millions. Ouais. Et il a eu un succès international. Il a été vendu un peu partout, oui, ce qui nous a permis de voyager, d'aller le présenter au Brésil. Il paraît qu'au Brésil, c'était incroyable, je me souviens. En Grèce. Moi, je suis un personnage culte en Grèce. Un peu comme toi, tu l'es en Russie. Moi, je suis en Grèce. Voilà. Il a eu du succès un peu dans tous les pays d'Europe, en tout cas. Il est sorti aussi aux États-Unis, mais d'une manière plus confidentielle, par Harvey Weinstein, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, qui était un personnage particulièrement... les gens tremblaient autour de lui. Ouais. Les gens tremblaient. Oui, tout le monde avait peur. Voilà. Et avec toi sur le film, il a été... Il veut toujours couper. Alors je lui ai demandé à un moment donné, mais quel est ton problème t'as eu à la circoncision pour que tu veuilles toujours couper? C'est pas possible. Alors j'ai fini par couper des petites choses parce que j'ai dit, moi je vais couper, mais je ne laisse pas ton hand couper à ma place. Donc, je lui ai fait un truc dégueulasse à Harvey Weinstein, je peux le raconter maintenant. C'était pas beau du tout, mais je ne regrette pas. Ouais. On avait un déjeuner sur une très belle table en chef, une très belle table en tech, une immense table comme ça, et tout le monde. Et moi, à l'époque, je fumais comme un pompier, et tout le monde fumait partout. Et j'ai éteint ma cigarette dans l'assiette en papier. La cigarette a traversé l'assiette et a brûlé la table. Et j'ai dit, c'est ma signature. Voilà. J'ai plus jamais retravaillé avec Weinstein, mais c'était pas grave parce que j'étais pas son style, de toute façon. Et justement, si on parle de Gazon Maudit, la même question que tout à l'heure, quelle est la première image qui te vient à l'esprit sur Gazon Maudit? Écoute-moi, la séquence que j'adore, c'est la séquence où Dalida chante l'histoire d'un amour, l'histoire d'un amour, qui est c'est ce plan séquence justement où on suit Victoria allant embrasser les gens qu'elle aime. Enfin, c'est ça, voilà. C'est Victoria. Pour moi, Gazon, c'est Victoria. Voilà. C'est sûr. Voilà, c'était une bonne fin pour annoncer la projection de Gazon Maudit. Merci beaucoup, Josiane. On aurait pu rester 1 heure encore de plus.